quasiment du miracle. Il a bravé les environnements les plus extrêmes qui soient sur la planète, du désert iranien aux canaux marins de Patagonie, aussi de l'Akoutie jusqu'à la forêt amazonienne. Il se définit comme un explorateur-chercheur. Il fait des expériences scientifiques pour mesurer comment l'humain s'adapte face à ces environnements hostiles. Comment est-ce qu'on réagit quand on perd le contrôle? Comment est-ce que l'on s'adapte quand on se sent vulnérable? Ces questions doivent vous dire quelque chose par rapport aux événements que l'on connaît justement, que l'on a connus cet été et que l'on connaîtra de plus en plus. Son expérience est donc particulièrement intéressante de ce point de vue-là. Donc j'accueille Christian Clot, mais tout d'abord, on vous le présente en images. On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. On va réaliser toutes les mesures possibles dans ces environnements qui va nous donner une vision de l'individu en termes d'adaptation. C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est des espaces d'abord splendides, qui nous font rêver, mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Aujourd'hui, nous allons devoir explorer Mars, les océans, l'univers, mais nous devons surtout explorer ce que nous sommes. Bonjour. Merci. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de se mettre à moins 60 degrés pour comprendre le changement climatique. Bon, sinon qu'on le ressent bien dans la chair. Enfin, c'est mieux quand on est à plus 60 degrés, cela dit, parce que c'est plus réaliste dans le futur que moins 60. Mais vous savez que, alors, on est à Luxembourg ici, mais une ville comme Marseille, par exemple, pourrait taper les 50 degrés dans pas très longtemps, dans une petite quinzaine d'années, vingtaine d'années. C'est intéressant parce que ce genre de température, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas tellement la température le problème. La question, c'est comment un humain se change. Comment est-ce qu'on se transforme et comment on est capable de passer d'un état d'une vie telle que nous avons aujourd'hui tous les jours à un autre état de vie qui serait potentiellement plus responsable ou moins impactant sur notre planète. Tout le monde le dit aujourd'hui. Changement climatique, environnement, problématique pollution. Tout le monde dit qu'il faut changer, qu'il faut faire autrement, qu'il faut la sobriété, qu'il faut réduire. Combien de personnes arrivent à le faire, réellement ? Toute la question, c'est qu'est-ce qui amène une personne à accepter de modifier son système de vie volontairement, alors qu'il n'est pas encore soumis à un vrai problème, pour commencer à évoluer. Tiens, je vous pose une question. Imaginons que vous lisiez un petit article dans la presse quotidienne, un journal au Luxembourg, en France ou en Suisse ou ailleurs, qui annonce malheureusement qu'au Chimborazo, une avalanche est tombée, rasant le camp de base complètement, tuant les 10 personnes du camp de base. Est-ce que ça vous touche ? C'est une information. Est-ce que ça vous fait changer ? Pas tant. Déjà, où est le Chimborazo ? Alors, prenez maintenant ce même article, la même information, la même avalanche. Mais au camp de base, il y a une personne de votre famille. Votre mari, votre femme, votre père, votre frère, votre mère. Soudainement, cette avalanche, qui est exactement la même qu'avant, va vous amener à vous transformer, à questionner différemment les choses. Les associations d'aide aux victimes du cancer, des maladies rares, sont systématiquement créées par des personnes qui ont été confrontées directement, soit elles-mêmes, soit dans leur famille, à une de ces maladies. Pratiquement aucune association de ce type-là n'est créée par des personnes
qui, comme ça, tout d'un coup, se disent « Tiens, aujourd'hui, je vais m'occuper de l'homme de verre ». Ça devrait nous donner quelques indications. Une première déjà, assez simple. On ne peut pas engager une transformation qui n'est pas précédée d'une émotion. Précédée d'une émotion. C'est une première clé qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'il faut faire. On ne parle pas beaucoup des émotions qui sont liées à ce qu'il faut faire. Alors bien sûr, durant l'histoire, on a essayé pas mal de choses pour amener les personnes à considérer la problématique actuelle. Alors, regardez, 1950, 52, 53, puis ensuite 55, Antenne 2 arrive en France, et les premières émissions, le téléjournal et tout ça, commencent à être diffusées, et vous avez un acteur, pas des moindres, Louis de Funès, qui, à la télévision, en 1959, déclare « C'est le bordel, les enfants ». Le climat se dérègle, on n'aura bientôt plus à boire, il y a de la pollution partout, et moi, dans mon jardin, alors que j'essaie de faire de la culture biologique, tout le monde vient me foutre des pesticides à l'intérieur parce que ça se déplace. 1959. C'est pas hier ou avant-hier. On a la même chose avec Franquin, qui dessine Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, à la base, c'est un employé de bureau, mais c'est surtout un écologiste de première heure. On a évidemment Dumont qui nous parle de l'eau, on a tout ça. Les informations sur la problématique du changement et de la réalité de ce qui est en train d'arriver ne sont tout sauf nouvelles. Von Humboldt, en 1850, écrivait déjà dans son journal, en revenant d'Amérique du Sud, « Mesdames, messieurs, si nous ne changeons pas, nous détruirons l'Amazonie. » 1850. Donc le problème n'est pas de savoir. Les informations existent. Le problème est comment est-ce qu'un humain s'empare de cette information pour en faire un changement. Et nous, c'est ce qu'on essaie de comprendre en mettant des gens dans des histoires un peu bizarres. Donc on les place dans des déserts, dans des forêts tropicales et tout ça, non pas tellement pour étudier le milieu par rapport à l'humain, mais pour étudier cette mécanique du changement. Parce que le problème du changement, c'est que si je vous pose la question « Qu'est-ce qu'un cerveau en train de se transformer ?», peut-être que certaines et certains d'entre vous essaieront de me donner une réponse, mais il y a quand même deux faits qu'on ne peut pas ignorer. Le premier, c'est que tout ce qu'on sait sur votre cerveau, là, à vous, à moi, enfin non, moi j'en ai pas, mais vous, comment est-ce qu'on a appris ça ? Qu'est-ce que sont les outils qui nous permettent de comprendre votre cerveau en transformation ? Alors principalement, c'est des rats et des singes. 98% des études sur le cerveau sont menées sur des rats ou des singes. J'ai une question à vous poser. Combien d'entre vous sont des rats et des singes ? Alors c'est pas mal, hein, c'est des animaux extrêmement intelligents, très capacitaires, mais enfin quand même pas tout à fait comme nous. Donc on peut les étudier pour comprendre comment eux vont évoluer. C'est très important de le faire parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils évoluent moins bien. Ils ont leur place sur notre planète. Mais nous, en tant qu'humains, ça ne donne pas toutes les réponses. Puis après, on vous met dans des machines, des IRM qui font beaucoup de bruit pour voir comment votre cerveau fonctionne. Ça, c'est la deuxième manière. Et les 2% d'études restantes sur le cerveau, elles sont faites dans des laboratoires. Le problème avec ça, c'est que vous n'avez pas toute la mécanique du changement. À savoir, le changement, il ne commence pas au moment où vous êtes confronté à la crise. Le changement, il commence avant, dans votre état normal. Qui êtes-vous en tant que personne ? Et puis ensuite, vous êtes confronté à une situation, et plus tard, vous serez une nouvelle personne. Et la question, c'est quelle est cette mécanique de la transformation ? Nous, c'est ce qui nous intéresse, d'aller comprendre cette mécanique de la transformation pour voir si finalement, il n'y aura pas quelques réponses à trouver dans cette notion-là. Alors le changement, on commence à comprendre 2-3 trucs dessus, on est encore très loin, hein, il y a encore beaucoup d'études à mener. Bizarrement, alors que tout le monde parle de la nécessité de transformer l'humain et de transformer nos systèmes, il y a quasiment 0 € dépensé en Europe pour comprendre le système du changement comportemental chez l'humain. Alors de l'argent pour construire des digues, ça il y en a. Pour changer le système agricole, il y en a. Pour transformer des systèmes technologiques, pour transformer des lois, pour transformer la structure, ça on a de l'argent. Mais pour comprendre comment un humain est capable de décider de lui-même de se transformer, là on se dit, c'est facile, il n'y a qu'à. Transformez-vous les gars et les filles, là. C'est simple. Et pourtant le constat, c'est que ça ne marche pas. Là, il y a une étude super intéressante qui a été faite aux États-Unis. Les gens étaient dans une petite pièce, cosy, avec un feu de cheminée, quelques verres de brandy, un piano. Enfin, c'était super sympa, des jolies tentures, le genre de décor qu'on aime bien. Puis il y avait 2 portes. La première porte, on leur a dit, derrière cette porte, il y a exactement la même pièce, exactement la même chose, mais il y a juste un truc en moins. Vous ne savez pas quoi, il y a un truc qui ne sera pas là. Derrière l'autre porte, par contre, vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver. Ce sera une surprise totale. Vous avez le choix de ces 2 portes. Combien de personnes prennent la porte où on ne sait pas ce qu'il y a derrière ? Pas beaucoup. Hein. On parle d'à peu près 18%.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère ne pas prendre le risque de tenter des choses nouvelles. Parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça. En tout cas, pas en Occident, pas aujourd'hui. Pas dans les pays comme la France, le Luxembourg, la Suisse. On est dans un système où finalement, la question qui nous est posée, c'est « tu es bien, tu as une jolie vie ». On parle ici des personnes qui sont plutôt aisées, on ne parle pas malheureusement des personnes qui sont dans la rue, qui ont un autre comportement, mais tu es bien, tu as une jolie vie, tu as finalement un métier, tu as une maison, tu as un endroit, tu as de quoi manger tous les jours. Et je vais te demander volontairement de faire quelque chose qui potentiellement créera une vie que tu considéreras, en tout cas aujourd'hui dans ta tête, comme moins bien. Mais qui va faire ça? Sérieusement? La question c'est, on ne dit pas que c'est moins bien la suite, je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, qui va, si on lui promet quelque chose de moins intéressant que ce qu'il a aujourd'hui, qui va volontairement aller dans cette direction? Sérieusement. Et donc, on doit revenir à la question propre de ce qu'est cette mécanique du changement. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est confrontée à un potentiel changement? Alors, on peut diviser les choses en 3 lignes. L'humain, il a une première zone, qui est ce qu'on appelle la zone de confort, dans laquelle il est bien, c'est sa vie, il est tranquille, il est bien. Une zone d'inconfort, c'est quand ça commence à être un petit peu moins bien, ça gratte un peu, il est en train de se passer quelque chose, je dois réagir, je dois trouver des solutions, ça me met dans une désorientation. Ce mot de désorientation est fondamental, on y reviendra, parce que tout d'un coup, j'ai plus de réponse immédiate. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on essaie de faire? En tout cas, c'est ce que votre cerveau vous demande. Utilisez le moins d'énergie possible. Le seul écolo du monde, c'est votre cerveau qui vous dit « mais moi, je n'ai pas envie de bosser ». Donc, utilise les trucs que tu connais. On a des tas de panneaux indicateurs dans le cerveau qui nous indiquent que faire face à une situation. S'il y a une voiture qui vous fonce dessus, il y a un truc qui vous dit « je me pousse de côté, a priori ça va marcher ». Si je dois marcher, vous n'avez pas besoin de réfléchir comment on marche. Ça se fait tout seul. Vous ne vous êtes pas dit « tiens, je dois alors avancer un pied, puis après un deux ». Non, vous avez tellement acquis le principe de ce que c'est que vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Ça, le cerveau, il adore. Quand il est face à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il connaît moins bien, il peut rentrer en zone de désorientation, il va devoir commencer à bosser, il va créer des tas de choses, et puis il va peut-être commencer à se fatiguer, et arriver petit à petit, si on ne fait pas attention, dans la 3e zone, ce qu'on appelle la zone de danger. C'est cette zone où on ne sait plus du tout comment fonctionner, on est complètement désorienté, on n'a plus de solution, on n'a plus de réponse, et on rentre dans une zone de danger parce que ça peut nous amener à des pertes, à des désorientations profondes, à des dépressions, voire à des burn-out, et ainsi de suite. Donc notre but, effectivement, en tant qu'humain, c'est plutôt de rester dans la première zone et puis d'osciller de la première à la 2e. Alors qu'est-ce qui se passe quand une personne est confrontée à un changement? Il se passe un truc tout simple. La première chose face à un nouvel événement, c'est l'intérêt. On trouve ça, finalement, qu'est-ce que c'est? On s'y intéresse, le cerveau bosse un peu, il découvre la chose nouvelle, il se pose des questions, puis ensuite, il commence à se fatiguer parce qu'il se pose pas mal de questions, il va commencer à sombrer en zone médiane, en zone de dépression, en zone de désorientation. Et là, il va chercher à trouver des solutions. S'il en trouve une tout de suite, pas de problème. S'il n'en trouve pas, on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est difficile, parce que ça va devenir douloureux. Douloureux, pas forcément physiquement, mais douloureux parce que quelque chose ne correspond plus à ce qu'on sait et à ce qu'on a l'habitude de faire. Et un des réflexes qu'on a, c'est l'abandon. On a parlé au début de cet après-midi d'éco-anxiété, puis d'éco-inactivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, effectivement, je préfère m'arrêter, parce que c'est trop dur. Un jour, moi, j'étais en Patagonie, tout seul, sur un zodiac, j'allais repérer une zone, parce que je voulais grimper sur une montagne, c'était il y a longtemps. J'étais dans un petit zodiac, en ciré de marin, et j'étais en train de revenir du fond du fjord, et là, il y a une énorme tempête qui est arrivée, ça s'appelle des Willy Woo, c'est 300 km/h de vent qui passe comme un coup de poing, c'est très rapide. Ça m'a jeté à l'eau, l'eau est à 2 degrés, c'est frisquet. Et mon zodiac se fait embarquer par la tempête, je suis à plus d'1 kilomètre de toute côte. Et là, vous savez, il y a le premier truc auquel vous pensez, c'est ce que vous savez. Médecine me dit, à 2 degrés, dans l'eau, un humain et survit 5 minutes. Je regarde autour de moi, les côtes à 1 kilomètre, mon zodiac, je ne sais pas où. Je suis un bon nageur, mais de là à nager pour 1 kilomètre, 5 minutes, 1 kilomètre, ça ne marchera pas. Donc mon premier réflexe, c'est de me dire, je suis mort. Information, panneau indicateur, mon cerveau te dit, situation, mort. Alors je cherche quoi faire de mes 5 minutes. Forcément. Alors j'essaie de faire défiler ma vie devant les yeux, ça ne marche pas. Je me dis, j'ai pas trop de Dieu à prier personnellement, c'est bon. Et je me dis, tant qu'à faire, je vais nager. Donc je me mets à nager. Et effectivement, au bout de 5 minutes,
la douleur est gigantesque. Tout mon corps me fait mal, j'ai l'impression de déplacer des cailloux, du marbre à chaque brasse. Et mon cerveau dit à mon corps, arrête. Et donc j'arrête. Et à ce moment-là, cette tempête qui continue dégage le fond du fjord et s'ouvre soudainement un rayon lumineux qui vraiment dessine exactement une peinture qui s'appelle « Le bateau dans la tempête » de William Turner. C'est pas Turner qui l'a dessiné, c'est la Patagonie. Bref, j'ai cette image du tableau. Et là, je revois où j'ai vu ce tableau et je revois la personne avec qui j'ai vu ce tableau. Accessoirement, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quelqu'un à qui j'ai promis de revenir. Et je me remets à nager. Et 20 minutes plus tard, je sors de l'eau. Ce qui, sur le papier, encore aujourd'hui, les docteurs me disent que ce n'est pas possible. Alors j'ai une caméra qui tournait et qui a filmé les 20 minutes. Ce qui m'a sauvé ce jour-là, ce n'est pas d'être fort, ce n'est pas d'être bon nageur, c'est d'avoir vu un jour un tableau avec une personne que j'aimais et de vouloir la revoir. C'est une émotion. Et ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, qui est assez simple, c'est que tout changement, sans exception, ne peut se provoquer sans une émotion préalable. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle émotion on donne aux personnes pour avoir envie de se transformer. Qu'est-ce qu'on apporte aux citoyennes et aux citoyens de notre monde, en dehors des quelques personnes qui sont déjà confrontées à des réalités de crise, pour arriver à se transformer? Zéro. Combien de cours sur l'émotion sont donnés dans les écoles? Zéro. L'école, c'est cet endroit où on doit apprendre à un humain, petit, enfant, comment il va devoir évoluer dans la vie de tous les jours. On doit lui apporter 3 choses à cet humain. La capacité de comprendre la variabilité cognitive pour pouvoir se transformer quand il en a de besoin. Donc les émotions. On doit lui apporter la capacité de comprendre qu'autour de lui, il n'est pas seul. Il a d'autres humains avec qui il va pouvoir coopérer. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, mais en France, on est tous assis les uns derrière les autres, et moi, mon univers, mon environnement, c'est le dos de mon collègue. C'est quand même comme ça. On nous montre des dos et un humain qui vous parle. Il faudra commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on recrée de l'émotion collective parce qu'on est en train de se regarder. On doit apporter ce que doit être notre futur. C'était le principe de l'école, apprendre à fonctionner dans son futur. Aujourd'hui, il y a quand même 3, 4 immenses notions sociétales qui touchent l'ensemble de la planète avec la même problématique et les mêmes résultats. Vous avez l'environnement et tout ce qui est écologique. Pas seulement le changement climatique, ou plutôt le dérèglement climatique, mais tout ce qui sont les pollutions, les plastiques, tout est lié. Vous avez les problèmes religieux au sens large du terme, de spiritualité, tout ce qui va toucher à la notion spirituelle et religieuse. Vous avez la notion de la sexualité et du genre, tout ce qui touche les humains, femmes, hommes et tous les autres genres aujourd'hui. Et vous avez l'économie. Si vous réfléchissez bien aujourd'hui, combien de ces matières sont enseignées à l'école entre 3 et 8 ans? Quasiment aucune. Ça veut dire que non seulement on n'apprend pas la variabilité cognitive du cerveau, on n'apprend pas l'inclusion par la coopération et on n'apprend pas les structures même de nos sociétés qui permettraient de changer. Or, l'enfant, entre 3 et 8 ans, peut apprendre toutes ces notions sans aucun problème et générer une compétence nouvelle pour commencer à entrer dans les années plus supérieures où il va devoir apprendre des choses beaucoup plus structurelles, mais basées sur des choses bien nécessaires aujourd'hui. Si on veut faire changer les choses aujourd'hui, si on veut avoir un espoir, aussi minime soit-il, que notre futur ne soit pas cette destruction dont tout le monde parle et qu'on nous promet partout, il va falloir changer sérieusement nos méthodes éducatives pour que les enfants de nos sociétés de demain aient appris ce qu'est la coopération, ce qu'est l'émotion, ce qu'est surtout la projection mentale. Parce qu'au bout de tout ça, comment est-ce que je peux changer quand je ne suis pas confronté? La crise, c'est facile. Quand une crise survient, bizarrement, tout le monde est bon. Pour les personnes qui ont vécu ça en France, 16 mars 2020, le président qui annonce le premier confinement,
Mais c'est génial, tout le monde se met en œuvre. 5 jours plus tard, tout le monde est installé, tout le monde a créé le télétravail, tout le monde... C'est la crise, tout va bien. On est même content, quoi. Je veux dire, c'est nouveau. Et puis je peux faire mon pain, je peux lire, tout ça. Enfin, je veux dire, quand même. Bon, bizarrement, 1 mois plus tard, c'est plus tout ça, hein, mais c'est un autre problème. Mais dans la crise, on est bon, parce que la crise, elle nous oblige. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de questionnement. Donc c'est pour ça que l'humain il a cette petite tendance maladroite à systématiquement attendre la crise pour commencer à agir. Et c'est normal, parce que c'est facile, parce que dans une crise, on utilise nos panneaux d'éducateurs qui nous disent « obéis aux besoins ». Et le besoin est simple. Vous avez un problème, une réponse. Changer en anticipation, c'est un problème potentiel dont tout le monde a des idées un peu différentes, et plein de solutions qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et à se mettre d'accord. Et dans tout ça, il faut arriver à trouver son chemin. C'est donc difficile. Mais il y a une seule chose qui est certaine, c'est qu'il va falloir s'y mettre avec un besoin. Éviter ce que le cerveau a de plus difficile en lui, le syllogisme de l'impossible. Et ce syllogisme de l'impossible, c'est la capacité de nos cerveaux à comprendre une situation. Et cette capacité est assez extraordinaire. Mais notre analyse est souvent biaisée par plein d'informations. Le syllogisme impossible, c'est malheureusement, et je suis désolé pour les personnes qui travaillent là-dessus, parce que je comprends complètement le besoin de le faire, mais c'est de dire à des gens, si on n'a pas tout changé dans 3 ans, on est mort. C'est foutu. Or, mon cerveau sait qu'on ne pourra pas tout changer en 3 ans. Donc, je suis mort. C'est un syllogisme impossible. Vous donnez à votre cerveau une information qui l'empêche totalement d'agir parce que de toute façon, il n'a pas de solution et il n'a pas surtout de résultat. Alors je sais bien qu'on a des urgences. Clairement, les problèmes seront là, mais nous allons devoir redonner un goût à l'imaginaire pour pouvoir créer non plus un syllogisme impossible, mais une émotion qui nous dit « ce monde, là-bas, qu'on me propose de créer, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de me battre pour lui. J'ai envie parce que je l'aime. Parce que comme pour mon tableau de William Turner que j'ai vu avec une personne que j'ai envie de revoir, il n'est qu'une chose qui fait battre un humain jusqu'au bout de sa vie, c'est l'amour qu'on peut avoir de ce qu'on aura en retour au moment où on aura fini notre trajet. Créez un trajet qui vous donne de l'émotion positive. Alors vous pourrez changer et faire changer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Christian Clot pour ce témoignage tellement inspirant et bon, on peut le dire littéralement hors des sentiers battus. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais Christian Clot, c'est celui qui s'est enfermé après le Covid quand même, il a voulu le faire après le Covid, enfermé dans une grotte avec 15 personnes pendant 40 jours pour voir l'adaptation humaine en termes cognitifs en groupe. Donc il a sorti un livre qui s'appelle Deep Time, et c'est son dernier livre, je vous invite à le lire, c'était particulièrement intéressant. Donc voilà, jusqu'où l'humain peut-il aller ? Finalement, le message, c'est toujours continuer d'avancer, et puis surtout se redonner la capacité de croire en demain. Un narratif positif avec des émotions positives. Alors merci Christian Clot pour ce réalisme constructif.